La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui est chaud patate. Simple, efficace. Simple, vas-y. Bravo Randall. Coucou les gens. Quel œil ce Randall. Quel œil. Randall essaye de deviner nos titres et il a deviné Grimoire Noir. Alors que c'était pas super évident. 120, c'est beau. Je suis One Pied, vous êtes dans le One Day Club, une émission qui va vous chroniquer de la bande dessinée, mais pas que, car c'est notre troisième enregistrement et donc on va sortir des cases. Nous allons sortir des cases pour parler d'autres choses, mais avant ça, nous allons parler de Grimoire Noir, du tome 3 des meilleurs ennemis, du tome 6 de Black Sad, un tome qui était très attendu, et des tomes 2 à 4 de Télémac, même si apparemment, je sais pas, il y a eu un problème d'échange et que c'est du nawak. Bref, nous finirons avec un œil sur la série New Amsterdam, dont Isaac nous dira le plus grand bien. Vous sentez cette espèce d'ambiance sympathique et de bienveillance autour de ma chronique ? Vous la sentez fort, cette bienveillance ? Voilà, bienvenue dans ce podcast bienveillant. N'oubliez pas que écoutez bien toutes les conneries que nous disons si vous nous écoutez en live. Elles pourront servir de titre. Et si c'est Randall qui le trouve, il aura encore un bon point. Il a souvent des bons points, ce Randall. Nous commençons tout de suite par Grimoire Noir, une bande dessinée scénarisée par Vera Grinty. Peut-être un pseudo, dessiné et colorisé par Yana Bogac. Là, je ne saurais pas dire si c'est un pseudo. C'est chez Glénat et ça coûte 22 €. Mais de quoi que ça nous parle ? Et de quoi que ça nous parle ? On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Ouais, c'est la troisième émission. Il est plus minuit, c'est chaud quand même. Il n'est pas minuit encore. Ah, t'es toujours à l'ancienne heure sur ton horloge, au fait. Ouais. Donc, on est aux États-Unis, dans la ville de la petite contrée de Blackwell. Et Blackwell est une ville un peu particulière parce qu'à Blackwell, on a le droit de faire de la magie. Yeah, ça c'est cool. Je veux dire, c'est un peu comme dans Buffy, on peut faire de la magie, mais attention, c'est un peu comme. C'était lequel le suivant ? C'est le village, non ? Où ils n'ont pas le droit de sortir ? Le village. Le village de Monsieur Night Shyamalan. Et donc, du coup, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ont une sorte de bulle protectrice qui empêche tous les gens qui font de la magie de sortir. Bouclier magique. Et donc, on va suivre les aventures de Bucky Carson. Bucky, il est sympa, Bucky. Donc, Bucky, donc forcément, il a des pouvoirs. Il rigole, lui. Il a des pouvoirs, mais... À la recherche du Grimoire Noir perdu. Sauf que, voilà, je viens de dire à Zertov. Je me calme. C'est bon, tu vas y arriver. Tu peux le faire. Je continue. Donc, Bucky, en fait, un problème, c'est que sa sœur a disparu. En fait, sa sœur, elle a un pouvoir, c'est que sa sœur, elle se rend invisible. Et donc, du coup, sa sœur étant disparue, c'est un peu compliqué parce que comme elle est invisible, on n'arrive pas à la retrouver. Et d'habitude, les endroits où il la retrouve, il ne la trouve pas. Mais du coup, elle a disparu ou elle est invisible ? En fait, elle a disparu et elle est invisible. C'est derrière Daredevil. Voilà, c'est facile. Et voici une catastrophe en live. Donc, cette petite fille donc, qui a disparu, alors ça, c'est bien parce que le père de Bucky est le shérif. Donc, c'est lui qui va mener l'enquête pour essayer de retrouver sa fille. Mais on a un gros problème dans cette ville, c'est que la mère de Bucky a un pouvoir. C'est qu'en fait, quand elle pleure, parce qu'elle est triste, elle pleure toutes les larmes de son corps, mais elle pleure en mode déluge. C'est-à-dire en fait que le niveau de l'eau va monter dans la contrée. Et monter. Grosso modo, c'est l'inondation. Alors, juste pour rappel, en fait, ce bouquin quand même nous a été conseillé par un tipeur. Non. Ah non, pas tipeur. Un discorder, en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais du coup, il a été conseillé par un discorder, et franchement... un discorder ? J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vachement sympa. Surtout que on va mener en fait l'enquête avec Bucky sur comment on retrouve sa sœur, mais surtout comment est-ce qu'on va se balader dans ce monde de magiciens pour essayer de savoir finalement tout le monde n'est pas si gentil que ça, tout le monde n'est pas aussi sympa que ça. Il y a une chouette ambiance, moi je trouve, dans ce bouquin. Et c'est une bonne aventure finalement d'enquête dans un monde magique.
un peu barré parce que voilà, le coup, que le niveau de l'eau est en train de monter parce que sa mère n'arrête pas de pleurer. Et que du coup, là, ils veulent l'envoyer, je crois, à un moment donné, dans une sorte de petit bled dans la contrée pour l'éloigner, en fait, pour que du coup, elle se soit dans la cuvette et qu'elle se noie toute seule, quoi. Hein, mais c'est vraiment bien mené, c'est sympa. Donc voilà, je dirais, je remercie notre Discorder pour ce conseil qui a été quand même, avec El Contrapassa et Grimoire Noir, 2 bonnes découvertes. Et je le remercie. Contrapasso. El Contrapasso. Et El Contrapasso. Et t'as l'œil pocha et la bouche torda, et voilà. Ok. Et ton avis alors, Tizak? Sí, es muy bonito el grimoire noiro ou noira. Negro. Mais si, el grimoire negro. Bon, bref, au début, j'ai eu un petit peu de mal à savoir me positionner là-dessus. C'est-à-dire qu'on suit quand même des enfants ados. Il y a un ton quand même assez adolescent dans plein d'éléments. Et pour autant, il y a quand même plein d'éléments en termes d'ambiance qui dépassent largement le cadre de la simple adolescence. Et du coup, je trouve que ça navigue un petit peu entre ces deux eaux. C'est bon, mais c'est pas parfait. C'est même peut-être très bon, mais pas parfait parce que pas homogène. On a l'impression que le curseur, il sait pas trop où se placer. La boussole, elle perd un petit peu le nord de temps en temps. Mais c'est super intéressant. On est vraiment sur un rythme d'enquête. Donc, de temps en temps, on se prend un mur de face parce que c'est une impasse. Et puis, on revient en arrière et on repart en quête pour retrouver des informations. J'ai trouvé que ça, c'était très, très bien rendu. Voilà, on est vraiment sur un rythme d'enquête. Et j'ai passé un très bon moment à la lecture. Voilà. Et par contre, j'adore le style graphique. Est-ce que c'est ce qui réussit le mieux sur ce propos-là? Je ne sais pas. Mais en attendant, graphiquement parlant, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc, à suivre. Voilà. Que ce soit la dessinatrice ou l'autrice, les deux sont à suivre. Et a priori, oui, je crois que c'est un one-shot. Hein. Grimoire Noir, oui, c'est un one-shot. Attention. Il va mettre les clous, là, ça y est, je crois. Un très très bon mélange entre deux genres. Le polar noir, le titre l'annonce à moitié, et le côté magique, avec cette sorte de communauté un peu fermée sur elle-même, où on retrouve aussi ce côté un peu, tu sais, ces westerns, où on a cette ville où tout le monde vit avec ses codes, ce petit endroit paumé que personne connaît, où sont leurs règles à eux, qu'il faut suivre. Cette communauté où tout le monde se connaît, mais où il faut bien suivre les règles, parce qu'il y a... Voilà, enfin, c'est un univers qui est très très bien décrit à ce niveau-là. Ils arrivent à nous y emmener en douceur, parce que ça reste un univers qui est potentiellement très riche, avec les petits groupes, les petits côtés, un petit peu de politique, avec... les choses qui se sont passées avant, qui vont ressortir à la surface, sortir du fond du puits, comme on dit. Bref, ça marche très très bien et c'est servi par un dessin qui effectivement est superbe. Moi, j'ai adoré. Il y a des pleines pages qui sont magnifiques, qui me posent bien le ton. Il y a un côté un peu lancinant sur le rythme de l'enquête, qui prend son temps, mais qui colle avec ce côté polar noir. Le fait qu'il pleuve tout le temps, parce que la mer est triste, et à la fois poétique, et à la fois te créer une ambiance. Le fait que cette eau qui monte fasse remonter à la surface des histoires passées. Pareil, ça... En gros, c'est une vieille histoire qui entraîne le fait que quelqu'un pleure, qui fait que d'autres vieilles histoires remontent, et tout est lié. C'est très très bien construit, et j'ai pris mon pied à le lire, tout simplement. Oui, c'était très bon. Et effectivement, l'histoire de la pluie est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Ça m'a un petit peu rappelé un film qui n'est pas tout jeune, qui s'appelle Pluie d'enfer, et où on était effectivement dans cette ambiance-là, drainé par la pluie, où on voit pas plus loin que les gouttes d'eau qui sont devant son nez, les traces et les indices s'effacent à cause de la pluie. On est dans une ambiance un petit peu particulière, et je trouve qu'effectivement ça fonctionne bien pour cet album-là. C'était une très très bonne idée narrative. Oh, mais serait-ce là un coup de cœur ?
basiquement tout seul je l'aurais pas mis, mais effectivement après la discussion de ce soir, À y réfléchir avec un peu de recul, ouais. avec un peu de recul, on n'en est pas loin, quoi. Et puis pour le coup, c'est un premier bouquin pour la scénariste. Ça marche très bien. Ça marche très bien, quoi. Bon, la seule question, et je rejoins Randall là-dessus, le ratio couverture-page est-il bon, Pierrick ? Oui, plutôt pas mal, car c'est un beau pavé, et même si c'est du cartonné, on a plus de pages que de couverture. Bon, alors et en soi, je trouve ça très très bien. Bon, je valide votre coup de cœur. Alors. Voilà, donc un coup de cœur pour le Grimoire Noir, une bande dessinée de Vera Grinty et Yana Bogac chez Glénat pour 22 €. Et vu le pavé que c'est, alors c'est un petit format comics, hein, quand même, petit format, un format moyen comics, 22 €, tu vois, pour un beau pavé comme ça les vaut très largement. Je ne peux que recommander. Nous arrivons sur un sujet un peu plus terre à terre avec le troisième partie des meilleurs ennemis. Nous avons chroniqué les 2 premières parties il y a Terre à terre. fort Ouais, ça marche longtemps. pour RR, Ça, Sol, Sol c'est plutôt R. aérien, quand même. J'avoue avoir fait une impasse sur cette histoire dessinée par David B, dont j'adore le trait, même si parfois il est un peu trop perché à mon goût, et Jean-Pierre Filu au scénario, qui est un spécialiste en géopolitique. Je vais donc vous laisser en parler. Je reviendrai un peu sur le côté vous, éditorial, je d'ailleurs. pense que c'est moi. Et toi Hein, voilà. Et moi. Donc, juste pour petit Et rappel, nous, on est donc sur un triptyque. Oui, Tout va bien ? J'ai rien cassé. D'accord. Mais c'est un tome On est 6, donc ça sur- doit être un triptyque. C'est un tome 3. Ah oui, il a dit tome 6 tout à l'heure, c'est pour ça. Ah oui, j'ai dit tome 6. Il a dit 6. Bon, Ah, ok. mais Donc, c'était le trois que je c'est un tome 3. Donc, le premier Meilleurs Ennemis, on est entre 1783 et 1953. On part donc de très très loin, vraiment du Moyen-Âge, du Moyen-Orient. Ah bah ils sont dans les galères. Hein. Voilà, on est encore sur la piraterie, l'impérialisme, etc. Ensuite, le tome 2 navigue entre 1953 et 1984. Donc là, c'est le gros boom libanais des années 80, la guerre de 6 jours, etc. Et là, le tome 3, on cible des choses beaucoup plus contemporaines, puisqu'on va de 84 à 2013. Et là, on se centre clairement sur l'Irak. Hein, le Golfe, tout ça. Donc, on va de George H., et pas George W. Bush, jusqu'à Daesh, la guerre en Syrie, 30 ans d'histoire du Moyen-Orient. On est une fois de plus sur un récit maîtrisé, c'est dur mais c'est juste, et c'est extrêmement bien documenté. Comme le disait Pied en introduction, Jean-Pierre Filiu, c'est pas exactement un poussin de la veille, c'est un historien engagé, oui, c'est aussi un spécialiste du monde arabo-musulman, il a publié de nombreuses fois sur le sujet, il connaît ça sur le bout des doigts, conseiller des affaires étrangères en Jordanie, en Syrie, en Tunisie, aux États-Unis, entre 80 et les années 2000. Donc bref, le monsieur connaît parfaitement bien son sujet. Donc comme je vous le disais en introduction, on va suivre ce qui se passe en Irak. Donc en janvier 89, George H. Bush arrive au pouvoir à la tête des États-Unis. 7 mois plus tard, bim, le Koweït est envahi par l'armée irakienne de Saddam Hussein. L'ONU dit ouais, c'est pas bien. Et donc les États-Unis, ne voulant pas que ça déborde sur les copains de l'Arabie Saoudite, copains pétroliers, mais copains quand même, lance l'opération Bouclier du désert. Ça marche pas super bien, tout ça. Et donc, au final, on va pousser un petit peu plus loin avec Tempête du désert. Et là, c'est un demi-million de mecs contre un demi-million de mecs. Sauf que d'un côté, ils sont super bien équipés. Et de l'autre côté... Ils ont le général Schwarzkopf, le général. Ah, mais il a des cheveux nickel. Et en face, donc, il y a un demi-million de mecs aussi. Donc, c'est super équilibré. Ça dure quoi, 3 jours, 6 jours, je sais plus. 4 jours, voilà. En 4 jours, c'est réglé. Bah oui, parce que c'est bien gentil d'avoir beaucoup de monde, d'avoir du matos, mais du matos pas entretenu et pour lequel on n'a pas été formé. Bon, du coup, ça plie assez vite tout ça. Hein. Donc, en bref, en 4 jours, ça capitule et c'est le début du bazar au Moyen-Orient, avec en plein cœur l'Irak. Hein. Voilà. Donc c'est ce que nous décrit Jean-Pierre Filiu et c'est ce qu'illustre David B, qui fait toujours ça d'une main de maître avec beaucoup de fantasmagorie, d'allégorie, des illustrations qui sont intenses, qui sont difficiles à lire. On passe pas d'une page à l'autre comme ça. On s'arrête sur chaque page, sur chaque case.
C'est voilà, il faut prendre le temps de digérer chaque information, chaque page, repérer les différents éléments, les différents personnages pour savoir, on nous montre la langue, le machin, l'arme cachée, etc. Enfin, c'est un vrai petit bonheur, un vrai petit jeu de piste en termes de lecture. Par contre, voilà, c'est exigeant sur le contenu et c'est tout aussi exigeant sur la forme. Moi, je me suis une fois de plus régalé. Voilà, c'est un triptyque sur ce qui se passe au Moyen-Orient. À lire absolument si vous aimez un tant soit peu l'histoire de ce qui se passe. Si vous aimez ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est sûr que si vous avez envie d'entendre parler de nains et de géants, c'est d'orques votre chemin, et d'elfes, voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, les gars. Mais voilà, et donc on termine sur la guerre syrienne qui fait rage actuellement. C'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment sur quelque chose de très contemporain sur ce 3e tome. Messieurs, dames, allez-y, vous pouvez y aller, régalez-vous. Thio. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je trouve que là, ce dernier tome, en fait, devient un peu plus difficile dans le sens où on se retrouve sur quelque chose qui est contemporain. C'est toujours facile de faire de l'histoire, on va dire, qui est ancienne, parce que du coup, les sources, il n'y en a pas 50 000, et on va dire, tu peux vraiment choisir un faisceau qui va dans un sens ou dans l'autre, mais c'est plus consensuel, on va dire, que l'histoire qui est plus éloignée. Là, on est sur du frais, quoi. Et ce frais-là fait que du coup, tu as... toi, ton vécu en tant que même enfant, parce que finalement, Tempête du désert, nous on l'a vu à la télé, sur CNN, sur la 5 à l'époque. CNN. Non, mais oui, parce que c'était les images de CNN qui avaient la 5. Tu te rappelles pas? Ça, tu t'en rappelles? Voilà. Non, c'est pour Dory. Merci. Mais moi, j'étais en Corse, la 5, je l'ai vu très tardivement. Et du coup, la création quand même de ce formidable truc qui est donc en fait, ce n'est plus une frappe militaire, c'est une frappe chirurgicale. Et juste avec ce petit mot chirurgical, d'un coup, la guerre est devenue propre. C'est ça. En fait, il faut imaginer quand même Jean-Michel Jarre en fond musical. C'est pas ça, c'est pas faux, Hein, c'est ça. voilà. Avec c'est exactement ça, avec les frappes chirurgicales de nuit. Alors chirurgicales en mode feu d'artifice quand même. Hein. C'est. Mais disons que oui, mais en même temps. On avait tout autant le petit. Et on nous montre la caméra et on entend. Parce qu'il faut laisser des bonnes marges. Donc c'est pour ça qu'avant c'était une frappe militaire. Après on a dit c'est une frappe chirurgicale, comme ça du coup dans notre inconscient on a dit c'est ultra alors, précis. Ça va, non, voilà. ok. Pas de Mais souci. je trouve que là on cible l'œil de la petite fille, voilà. c'est bon. Ça je trouve déjà, c'est intéressant de faire un petit rappel là-dessus parce que les mots qui sont utilisés désormais dans beaucoup de choses, on va dire au niveau des médias, vont nous inciter en fait à des fois diminuer un peu le curseur pour se dire non mais c'est moins grave parce que c'est pas pareil. C'est plus gentil ce qu'ils font. Mais voilà, Ses meilleurs ennemis, c'est vraiment une bonne lecture, je trouve, du monde arabe et ça vous sort un peu aussi, ça vous permet de remettre des fois un petit peu en perspective ce qui se vit actuellement toujours dans le Moyen-Orient, en ayant, on va dire, une vision de l'affaire. Parce que quand même, on a une vision quand même qui est quand même toujours pro-américaine, enfin qui est une vision américaine, je dirais pas pro-américaine, mais qui est une vision américaine de l'histoire. Et même si de temps en temps on parle de quelques autres pays qui traînent autour, surtout les pays de l'OTAN, je dirais il y a quand même un pays qui est quand même souvent absent de la discussion, c'est quand même la Russie, alors que je pense quand même qu'elle a eu beaucoup de choses à faire et à dire dans ces pays-là, quoi. Alors le texte pour la Russie c'était voilà. il me semble, hein, moi voilà, des échos, c'était un truc comme ça. Bon, enfin voilà, non, c'est vraiment une bonne série, Les meilleurs ennemis, et c'est vraiment, je pense, pour quelqu'un qui est fan d'histoire, ça peut être un super cadeau de Noël. Ah, mais c'est juste génial, c'est un triptyque qui coûte pas non plus une fortunasse, et vraiment ça vaut le coup. C'est graphiquement, ça sort du lot. Excusez-moi, moi j'ai pose ce micro. Moi je suis Freddie Mercury, d'accord, j'ai mon micro comme ça que je balade et je le lance en l'air. Comment il s'appelait le chanteur des Who? Je sais pas, machin. Qui prenait en fait. Des qui? Des Who. Des qui? Il fait des petits qui a touché vos micros. Il le lançait comme ça, et il retirait le fil et il le refaisait redescendre dans sa main. Ouais. Bon. Je sais plus comment il s'appelle. Là, allez, le nom du chanteur des Who. Voilà, bah, cherchez Randa, ça. Les meilleurs ennemis, donc de Jean-Pierre Fitu et David B. Est-ce que pour vous, cette série mérite un coup de cœur? Alors, parle dans ton micro, oui, par contre. excuse-moi, j'étais en train de taper. Il y a une quatrième partie. Townsend. Ouais. Non, il n'y a pas de quatrième partie. Non, il n'y a pas de quatrième partie, puisque là, pour le coup, on est plus que dans du contemporain, on est dans des dossiers non classés, pas
éventuellement peut-être un petit peu ouvert par les affaires étrangères, mais à peine quoi. Voilà, moi je suis pas public, c'est un pour ça peu que je me suis un peu mis hors jeu, mais je pense que c'est le genre de BD qui peut trouver son public et que si vous validez un coup de cœur, il n'y a pas de souci. Moi perso, je le valide, mais je le valide depuis le premier tome. Donc, non, moi je le valide parce que je pense que c'est vraiment même au niveau si vous êtes curieux, ça peut être un super moyen d'entrer un peu dans l'histoire et de mieux comprendre, on va dire, voilà, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là au Moyen-Orient. Et pour le coup, ils ont l'intelligence de ne pas faire ça en 400 pages. Parce que c'est déjà très dense, et je sais plus, ça fait 70 pages ou un truc comme ça, attends, je vais vérifier. 96 pages chez Futuro pour 18 €. Tu vois, tu en as largement pour ton argent, hein. Enfin, soyons honnêtes. Hein. Et au niveau du carton ? Même au niveau du carton. Alors, au niveau du carton, je vous recommande, parce que vous pouvez trouver ce tome 3 pour 18 € chez certains libraires, sinon vous le trouvez à 96 € sur Amazon. Mais vous pouvez acheter l'intégrale à 33 € des 3 tomes. 96 € le tome. Ouais. Tu peux le revendre et t'acheter l'intégrale. Bon plan. Tu peux t'acheter 3 intégrales. Et te payer un resto après, quand même. Voilà. Bref. Oui, l'intégrale à 33 €. Oui. Ah, mais il faudrait le mettre dans tous les bahuts. Hein. Voilà. C'est chez Futuropolis, avec, je pense, mais ça c'est mon point de vue, ce que disait Thio, un petit avant-propos en disant ça reste un point de vue très occidental. Non, on est quand même d'accord. Moi, je pense, mais après, je suis pas un spécialiste clairement du truc. Hein. Non, mais ça me semble une bonne chose à dire. Bref, foncez si vous aimez l'histoire. Et si vous aimez le podcast, foncez sur Tipeee pour faire comme nos chers Chevonne ou Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob. Tipeee, ça vous permet de donner un petit peu de sous. Vous pouvez dire, ah tiens, il mériterait bien un petit café, aller voir une bière pour chaque émission qu'ils font, ou maximum une par mois, parce qu'ils font beaucoup d'émissions en ce moment, depuis qu'ils sont devenus hebdo, cela. Bref, ça nous permet de nous soutenir, de nous acheter du nouveau matériel, de nous payer nos serveurs sur lesquels sont hébergés nos podcasts, et de rester surtout totalement indépendant et ne dépendant d'aucun gros média. Ah oui. Et donc de pouvoir faire des trucs qui parfois effectivement techniquement sont moins carrés et qui nous permettent de digresser. Et digresse, c'est beaucoup. Sur ce, on va passer à la Au suite. niveau de la dette, grave. Voilà. Alors en fait, tu vois, quand on l'écoute pas, il se venge, il dit n'importe quoi pour voir si on l'écoute. Ah. Tu vois, ça c'est comme nous à l'école, quand d'un coup, tu sais, on dit, et à ce moment-là, en fait, la marmotte a mis le chocolat dans le papier à lui, et t'as un élève qui te regarde, qui dit, qu'est-ce qu'il dit Ah, vous écoutiez, c'est bien, bravo, félicitations. Tu sors. Voilà. Azertaf n'est pas dans la liste. Ah oui, c'est parce qu'il s'est cassé, parce que on n'a pas été gentil avec lui. Bref, on passe à la suite. Une suite fort attendue, une bande dessinée de Juan Diaz Canales au scénario. C'est le mec qui fait Black Sad. Ouais, c'est ça. Au dessin et aux couleurs, c'est Juanro Guarnido. C'est le gars Pas le mec qui fait Black Sad. Non, il fait... comment ça s'appelle cette super BD qu'on a tous acheté. Et j'ai déjà oublié le nom, tu vois, tellement il était bien. Mais le titre est trop long. Ouais, c'est ça. Aux couleurs, c'est Hermeline Janico-Tixier qui donne un coup de main au Juanro Les Guarnido. incroyables aventures de Messire machin, des Ignacio de la Golongola qui est... Bref, c'est chez Dargo, ça coûte 15 €. Je sais plus le nom du titre, mais c'est un rallonge. Et chose étonnante, c'est le premier Black Sad qui n'est pas un one-shot et qui est donc à suivre. On va laisser Les Indes fourbes, Thio merci. nous en parler. Pourtant, le titre était court, tu vois. Pourquoi Non, C'est le sous-titre qui a Ça, rallonge. c'est le sous-titre qui a rallonge. Moi, c'est le sous-titre dont je parle. Ah oui, d'accord. Et parce que je me rappelais pas, les Indes fourbes aussi. Après, faut pas non plus abuser. Bref, Black Sad. Bref, Bagdad. Alors, on commence. On est où ? Dans un parc, tranquillou, dans le cadre de Shakespeare. Shakespeare. In the park. Shakespeare in the park. Et pourquoi tu ne veux pas garder la bouteille à côté de toi ? Et on a Black Sad qui est tranquille, là. Il est là, je veux dire, dans le parc. Il a levé la veste, la chemise, hop, on défait un petit peu le nœud de la cravate. On est à la Quel cool. beatnik ce Black Sad. Et on écoute comme ça des gens en train de jouer du Shakespeare dans le parc. C'est bien. Sauf que la police arrive. Et là, la police, elle dit... On n'a pas le droit de faire ça en public, madame. On n'a pas le droit de se cultiver en public. Et là, tu fais boîte. Bon, passons. Mais Black Sad intervient. Il lui dit non, là, si on fait ça, ça va firer, ça va être une émeute. Donc, laissez-les finir. Après, vous l'amenez au poste et puis on sera bien comme ça. Tout se passe bien. Le spectacle se finit, la meuf en question... C'est captivant ce tome de Black Sad. Attends, je termine. Ah, pardon. C'est le début du pitch. C'est le début du pitch. Ça monte en pression ensuite. C'est quoi, ça avait l'air bien.
Donc la dénommée Iris en fait se retrouve au poste. Weekly, lui se rencontre donc une des actrices qui C'est s'appelle le jeune Rachel. journaliste qui accompagne Black Sad depuis le début. Pour remettre dans le contexte, vas-y, poursuis. Weekly, donc lui, Le c'est jeune journaliste qui le copain journaliste qui sent mauvais, s'est fait une copine, donc Rachel, qui elle aussi écrit des articles. Elle va donc lui va essayer de la faire rentrer dans le journal. Et il va s'apercevoir qu'a priori, elle fait quand même des articles un peu meilleurs que lui, et ça va un peu le rendre jaloux. Mais voilà, ça c'est pour, on va dire, le tout début. Et ensuite, on va avoir une petite intrigue de base qui va être que Black Sad, John, va être engagé comme garde du corps par Kenneth Clark, qui est en fait le président de la Ligue des syndicats des travailleurs du métro. Pourquoi est-ce qu'ils ont engagé Black Sad ? Pourquoi est-ce qu'il a engagé Black Sad ? Pour le protéger, parce qu'en fait, il a a priori les belettes qui... Je suis désolé, c'est comme ça. Les belettes Il y en a 100, c'est les Unjet Bullets. Pardon. La mafia des belettes donc, a envoyé un tueur à gages pour tuer c'est pas Kenneth la mafia Clark. des jogging déjà avec des survêtes. Écoute, déjà c'est pas mal. Donc, eh bien, il a fallu quand même 8 ans avant qu'on ait un nouveau Black Sad. Certes, il sera en 2 tomes, mais c'est déjà bien quand même qu'on ait... c'est quoi en fait ? Il faut que tu me caches le chat, parce que je vois ce que les bêtises que dit Randall. C'est dur quoi après. J'ai du grésil, non ? J'ai rien Moi bougé. aussi j'ai grésillé. J'ai grésillé. Ah Petit problème audio, je crois que j'ai touché sur le bouton qui va bien, vas-y. Super, ça va beaucoup mieux. Mon oreille gauche ne n'entend plus rien, mais ça va bien. droite, Ça a l'air d'aller mieux. Donc 8 ans après, on est revenu enfin dans Black Sad. Le dessin est toujours au top, Arrête, il y a un chat. toujours aussi exceptionnel. C'est un régal. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment il arrive à créer cette atmosphère, ce côté dans le parc. T'es dans ce côté repos, tranquille. Je trouve qu'il a à chaque fois une colorisation qui est vraiment exceptionnelle. Je suis admiratif. Et je vous conseille fortement d'acheter, si vous ne l'avez pas encore fait, les aquarelles de Black Sad, qui sont en fait des tomes où il explique comment est-ce qu'il travaille et toutes les recherches qu'il fait justement pour faire les dessins. Et là, pour la technique, c'est super intéressant. Au niveau du scénario, on est sur une enquête qui démarre plutôt bien. On va mêler des intrigues policières, amoureuses, des jalousies. Ça part plutôt bien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un bon tome de Black Sad et une bonne histoire qui continue. Un bon cliffhanger. Un bon cliffhanger à la fin, et donc voilà, je ne vous en révèle pas plus, mais c'est bien. Moi, je dis, il faut continuer Black Sad. On a pris le temps d'attendre, mais c'est une valeur sûre. Votre avis, messieurs, allez-y. Eh bien, tu l'as pas lu, toi, si ? Non, moi je l'ai pas lu, mais j'ai juste 2 remarques à faire. Ah bah vas-y, fais tes 2 remarques. Attention, ça va trancher sur les remarques. Attention chérie, ça va trancher. Non, je suis très content ce soit une première partie et qu'il y ait une deuxième pour que justement on donne un petit peu plus de place au scénario dans les Black Sad. Maintenant, je suis juste inquiet sur le timing. 8 ans entre voilà, les deux. J'espère aussi j'espère qu'en fait il a déjà bouclé les 2 tomes et que c'est juste une histoire d'édition pour qu'on ait voilà, et là on pourra reparler du ratio carton papier, mais mais sinon important. voilà, c'est juste Mais est-ce qu'on peut du coup faire un ratio carton papier temps ? Parce alors que je pense que là il y a quelque chose à faire. Et là la 3e dimension peut faire très mal au parce que voilà, c'est un peu la grosse problématique de Black Sad pour moi, hein, c'est le délai. Voilà. Donc bref, il faudra que la seconde partie parte très très vite en impression. Deuxième question, vous pensez quoi de la couverture ? Justement, Randall il en parle, et je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que c'est vraiment pas la plus réussie. Après, je trouve que la pose de Black Sad, elle est un peu, je trouve... Elle est figée. Elle est oui, elle est figée, mais justement, je trouve que ça a un côté un peu James Bond, tu vois. Tu sais, Ouais, mais alors il nous faut la deuxième main et il faut que ce soit plus fluide. Moi, franchement, pour une couve là-dessus, et vu le sujet, on parle aussi de construction, de grands buildings, de grands points, etc. Si tu demandais à Andreas de faire une couve avec une perspective dans la mort, Ou Mathieu Bablé. Oui, il aurait pu aussi. Mais Andreas, sur les perspectives, un peu plus. Oui, mais enfin, ça faisait beaucoup de titrés quand même. Ouais. C'est parce et après, pour la couleur, c'est chiant les titrés. Bref, non, c'est vrai que la couve est un peu en dessous de la moyenne. D'habitude, tu as des gros plans, ça dépote mamie, et là, celle-là, de couve, je pense qu'il y avait plusieurs propositions.
Et clairement, ils ont peut-être voulu se démarquer des couvertures précédentes, mais c'est clairement pas la meilleure du lot, quoi. Arctic Nation était vraiment une superbe couve. Oui. C'est celui tome 2. Quoi qu'il en soit, Bon, enfin bon. je vais donner mon avis. Ah, il faut que tu parles aussi. Ah bon Voilà, que j'enfonce des clous. Des portes Sur des ouvertes. portes Des portes ouvertes, on Des dit. clous sur des portes ouvertes. Ce qui est super Ah, ça va utile. faire mal, ça. Non, mais surtout, soyez honnête, Titre, si la porte est ouverte, c'est vachement compliqué d'enfoncer le clou dans la porte quand elle bouge. Hein. Surtout le mec qui est derrière la porte. Bref, parce que j'aime bien dire bref aussi. Et moi, c'est du coup. C'est Du coup. un très bon tome. On reste dans le polar noir. Ça Ah. marche. Donc, Très bien. Des clous dans les portes ouvertes. Euh, ça traite de sujets qui m'ont intéressé. Le côté du festival Shakespeare est un vrai festival qui existe dans le parc, qui effectivement, je l'ai découvert entre-temps, était interdit à l'époque, était un peu illégal. Parce que les communistes, c'est pour ça. Voilà. J'ai découvert qu'il existait parce que je suis tombé sur une autre série qui se passe à New York et où ça se passe pendant le festival. Ils emmènent des écoles pour aller le voir, tu vois. Donc, c'était voilà. Le cadre est très bien traité. Ça nous montre un autre côté de la ville qui est plutôt intéressant. Le fait de partir sur le diptyque permet aussi de développer un peu plus les personnages secondaires, notamment Weekly. Ce qui a son intrigue et je trouve que c'est plutôt bien. Moi, j'ai très hâte de lire la suite et c'est ce qui me fait peur. Oh putain, C'est- t'es chiant avec ta peur du demain, toi. C'est d'avoir hâte de lire la suite. Non, mais j'en vous rejoins totalement. C'est quand est-ce qu'elle va arriver cette suite. C'est ce qui me fait peur. Mais oui, non, ça le mérite le coup de cœur. Parce mais que le- je vois bien que c'est ce que tu voulais faire. Le Covid lui a fait du mal, lui. Hein. Il peut plus voir du coup ce qu'il y a demain. Il a peur du lendemain. Il n'y a plus rien demain. Il n'y a plus rien demain. Mais tu Voilà. regardes, déjà, t'as un verre de vin, c'est pas mal. déjà. Demain, qu'est-ce qu'on a? On a encore Oh, un donc tu vas conseil mettre un coup de cœur, militaire tu vas de mettre un guerre coup de cœur, tu vas mettre un contre coup de cœur ou tu vas sanitaire du attendre Covid. Non, je mettrais pas un coup de... Non, je voulais pas mettre un coup de cœur. Ouais. C'est toujours un chef-d'œuvre, mais en fait, il y aurait pu avoir ce coup de cœur s'il y avait une couve de... C'est la coupe qui l'a Voilà. tué. Oui, mais je suis désolé, à un moment donné, tu nous as filé du caviar pendant des années, là, tu nous filais des œufs de lump. Bah, C'est bien les œufs de lump, mais mais voilà, le caviar, c'était meilleur, quoi. Donc, on verra après le deuxième tome. voilà, le deuxième tome, il aura droit à tout. Voilà, s'il a une bonne couve, peut-être qu'il y aura un coup de cœur. Ah, si Mais la couve est à chier, il aura rien, hein, même si l'histoire est géniale. Voilà, nous on est comme ça. On est Tu on est t'es des pris durs. pour qui, Voilà. Guarnido? Ouais. Hein? Assume un peu ton talent de talent. Talent. Ouais. C'est beaucoup de talent. Il était très riche. Ah, c'est quand on est riche, c'est beaucoup de talent. Nous allons donc désormais parler de Télémac. Télémac, les Ça a tomes l'air bien, ça, 2 je l'ai à pas lu. 4 chez Dupuis, oui, car ma fille les a volés, elle adore ça. Et il traîne dans sa chambre et j'ai du mal à les transmettre. Si on peut, en fait, juste comme ça, je vous refais, voilà, parce qu'on est entre vous et moi, je vous fais la petite histoire. En fait, le premier Télémac, je l'ai acheté parce que c'était les 24 heures de la... 48 heures BD, je crois, c'est ça? Ouais, des, c'est ça. Des BD à pas On cher. va dire 36. Voilà, et j'avais... coupe la poire en deux. Donc j'ai acheté le premier tome. Je me suis dit, ça fait une bonne découverte. Et monsieur à côté, là, tu vois, là, lui, il a acheté l'Atelier des sorcières, tome 1, voilà. Qui est un bon manga, en fait. Il a jamais acheté la suite, mais par contre... Si, j'ai acheté la suite. Mais par contre, du coup, il m'a piqué mon bouquin. Et ensuite, il a dit ouais, Télémac, c'est une super bonne série, en fait. Ouais, moi, je veux dire, j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai jamais revu mon tome 1. Si tu veux, je te rendrai le tome 1. Non, mais c'est pas grave, de du souci. coup. Bah, fais-moi les 4 alors. Ah non. Et c'est toi qui m'as attiré ma série, quoi. C'était mon choix, c'est moi qui l'ai mis sur la liste, mais bon. Petit joueur. Non, c'est pas que le tome 2, on n'est pas méga en retard. Quand on a fini la série, on passera aussi sur les autres tomes. Non, enfin, on va tous les faire d'un coup, sauf qu'on n'a pas tout lu. Voilà, c'est de Kid Toussaint au scénario, de Kini Ruiz au dessin et de Noiry à la couleur. Résumons rapidement. Entouré du cyclope Personne, de la princesse Polycaste et du vent Zéphyr, Télémaque poursuit la recherche de son père, suivant les traces de son voyage. Il croisera entre autres la sorcière Circé, les monstres Charybde et Scylla, le royaume d'Hadès, nombre de héros grecs, et découvrira une vérité qu'il n'attendait pas, tout en essayant d'empêcher une nouvelle guerre. C'est les guerres puniques, troyennes, je ne sais quoi, je suis nul en histoire. La guerre de Troie. Voilà. Mais c'est encore pour une histoire de meuf, hein, qu'on va Oui, traiter. c'est une histoire de meuf. Chez les Grecs, c'était à chaque fois ça. C'est toujours des histoires de meufs. C'est pour ça qu'il... Bref, on a un récit qui monte rapidement en puissance par rapport au tome précédent.
Ça multiplie les personnages, les références au récit des guerres troyennes. C'est de plus en plus complexe, mais on peut facilement mettre de côté le côté géopolitique pour se concentrer sur l'action, l'humour et une relecture moderne et méta des mythes grecs, notamment en ce qui concerne le sort des femmes, qui sont clairement traitées comme de la merde à l'époque grecque. Elles sont là pour être vendues pour un mariage, enlevées pour déclencher une guerre, ce genre de choses-là. Et ils en parlent quand même plutôt pas mal. Au niveau du dessin et de la narration, il y a beaucoup d'Espagnols, j'ai remarqué, qui ont réussi à intégrer les styles américains et asiatiques pour les mettre au service d'une verve européenne, c'est-à-dire des récits avec beaucoup de texte. Kenny Ruiz en est le parfait exemple. Il joue avec les codes narratifs, il nous perd aux enfers, avec des mises en page assez hallucinantes, tout en essayant de maintenir un récit fluide qui pourrait facilement nous perdre par sa richesse. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnages, et de rapport à l'histoire grecque, qui est très complexe, en fin de compte, je le croyais plus simple que ça. Mais entre tous les peuples qui ont tous leur roi, leur héros, leur machin chose, c'est un sacré bordel. Ça reste une excellente série jeunesse qui éveille la curiosité sur la mythologie et l'histoire grecque, tout en assurant le spectacle et le divertissement. C'est une série en 4 tomes qui mérite largement une intégrale, j'espère qu'ils la feront, voire même une relecture, parce que si on peut se permettre une première lecture légère pour vivre des aventures de Télémaque qui va avancer dans son histoire, etc., la relecture te permet peut-être de te concentrer un peu plus sur le côté mythologique, le côté historique des guerres troyennes, avec ces tonnes de héros de chacun des peuples qui vont se feuilleter sur la gueule pour diverses raisons, avec toutes ces tragédies, parce que même si ça reste assez drôle, c'est bourré de tragédies. C'est donc, je m'étais mis un timer, une excellente série que je ne saurais que recommander. Voilà. C'est une excellente série, je suis entièrement d'accord. Pour la place de la femme, il faut quand même relativiser. Elle n'est pas non plus à ce niveau-là. Il y a quand même historiquement, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Si vous voulez, vous pouvez aller voir Au cœur de l'histoire, enfin l'écouter l'année dernière. Ils en ont fait deux justement sur la place de la femme dans la Grèce antique, et c'était super intéressant. Ouais, c'est juste comme ça, je vous place un autre podcast. Et donc, elle se positionnait où, la femme, dans la Grèce antique? Dans la Grèce antique? Dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique. Je vais pas trop en parler. Parce que je sens que t'attends autre chose et qu'on va pas être... Non, moi je tends une perche, tu la saisis, tu sais, c'est comme dans la vie, ça. Hein, de toute façon, tout est une histoire de rencontre. Voilà, les rencontres, quelqu'un qui tend la main. C'est une série qui mériterait aussi un coup de cœur, d'être déjà un coup de cœur, mais surtout qu'elle se poursuive, je trouve, parce que ça se finit très bien, hein, c'est une bonne fin. Mais c'est sûr que c'est pas un manga en 48 tomes, hein, il n'y en a que 4. Voilà. Mais j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas vraiment rencontré son public, et qu'on leur a fait arrêter l'histoire au tome 4, et que les dessinateurs, ils auraient bien aimé continuer un peu, quoi. Surtout, je trouve que tome 1, c'est de la mise en place, tome 2, c'est déjà bien péchu, tome 3, c'était sympa. Tome 4, j'ai pas encore eu la fin, mais sinon, ça déchire. C'est vraiment une bonne série. Voilà. Maintenant, ce serait sympa qu'on essaye un petit peu de laisser les enfants quand même en dehors de ce podcast, et qu'on arrête de faire des conneries avec les canailles BD, tout ça. Qui nous volent le bouquin. Et qu'ils nous arrêtent de nous piquer nos bouquins, quoi. Je veux dire, non, mais c'est quoi ce bazar? C'est ça le gosse. Non, mais c'est de pire en pire, je suis d'accord. Non, mais il faut se respecter le dictateur. Je veux dire, t'es dictateur avec les adultes, mais il faut l'être avec les enfants aussi. Et oui, effectivement, Kenny Ruiz a participé à Tezu Comics, qui faisait appel à des tonnes d'auteurs de BD pour faire des hommages à Tezuka. D'ailleurs, Philippe Cardona y avait participé, et Florence Torta. Et lui, il a carrément fait une sorte de saga qui est actuellement en prépublication en couleur dans les bonus de Spirou Magazine quand t'es abonné, et qui va sortir en noir et blanc en album. Ça va s'appeler Phoenix, je crois, un truc dans le genre. Bref, ça avait l'air plutôt pas mal, et il a un style qui pète, qui déchire. Attention, nous allons maintenant au liqueur. Sortez les mouchoirs. On est prêt. Soyez heureux, vivez dans la joie et la bonne humeur, car... On va parler des Hollandais qui ont fondé New York. Être malade, ce n'est pas grave, car on s'en sort toujours. C'est vrai. Un œil sur... New Amsterdam. Un œil sur mon doigt. Ah non, pardon, ça c'était pour la fin pour Pierrick. New Amsterdam. Encore une série médicale. Mais c'est en 1997
qu'Eric Mannheimer est devenu le directeur médical du Bellevue Hospital à New York. Toujours médecin à l'heure actuelle, il a tout de suite compris que de nombreux changements seraient nécessaires afin d'améliorer l'expérience des patients dans son établissement. En 2012, il publie un livre qui s'intitule 12 Patients, Life and Death at Bellevue Hospital, qui a inspiré la série et dans lequel il décrit le parcours de 12 patients dans son hôpital. Comme il est fluent, ça me fait kiffer. Quoi. Totally fluent. On voit qu'il s'attendait à nos critiques, il a super bien travaillé La série suit l'histoire du docteur Max Goodwin. Une vraie victoire. Bonne victoire. Alors qu'il devient donc le directeur de l'un des plus vieux hôpitaux des États-Unis, le New Amsterdam, qui est donc inspiré du Bellevue Hospital à New York. Il vise à réformer les aménagements négligés en se débarrassant de la bureaucratie afin de donner des soins exceptionnels à ses patients. Mais ses batailles seront multiples. Il doit bien sûr gérer l'hôpital, gérer l'administratif, gérer les gens qui veulent récupérer du pognon dans l'hôpital, mais aussi reconquérir sa femme, accessoirement, dont il vient de se séparer, ou plutôt elle vient de se séparer de lui. Cette femme dont il est également enceinte. Et Max Goodwin devra également lutter... Non, c'est elle qui est enceinte de lui. C'est elle qui est enceinte de lui. Pardon, excusez-moi, on se la refait dans le bon sens. Voilà, parce que... Donc, elle est enceinte de lui. Et, mais ils se sont séparés. Et Max Goodwin devra également lutter contre un cancer, comme Eric Mannheimer dans la vraie vie. Et le Dr Green. J'allais dire, Green aussi, il a fait... Mais Green, il a mal fini, hein, franchement. À ce jour, nous en sommes à 4 saisons de cette série New Amsterdam. Et il a eu combien de rémissions ? Beaucoup. Mais par contre, attention, parce que les nombres d'épisodes vont décrescendo dans chaque saison. C'est pas bon signe. Donc, puisqu'on a 22 épisodes en première, 18 en deuxième, 14 en troisième et 11 pour la saison de cette année, donc la 4e saison. Oui, après, ils ont eu des problèmes de prod suite au Covid. Il y a eu des problèmes de prod Covid parce que le public est là. Ça fluctue, mais c'est toujours là et ça fonctionne très bien. C'est assez stable. Alors... C'est assez difficile de se prononcer, de varier quand on parle de série médicale, je veux bien vous l'avouer, je veux bien le concéder, car beaucoup se ressemblent, mais pourtant, je trouve que celle-ci apporte sa pierre à l'édifice. Excite ici les histoires de cul entre médecins, les énigmes médicales qui se terminent de toute façon par « NFS, Yona, c'est une sas !» Il y a chimie. Ah pardon, j'ai oublié chimie. Attends, il n'y a pas d'histoire de cul ? Il n'y a pas d'histoire de cul ? Il y en a Aucune ? C'est pas qu'il y en a aucune, il y en a très peu, c'est pas le fond du propos, Oui, on n'est pas dans Grey's Anatomy. Non, mais Grey's Anatomy, c'est pas pas une d'accord. série médicale, c'est une série de cul dans l'univers médical, Grey's Anatomy. C'est ce que je suis en train de te dire. Non mais il y en a un peu quand même. Voilà. Oui, non, juste un petit peu. Juste vendeur quand même. Juste ce qu'il faut. Tous les personnages ont leur histoire de cul. Non. Ah oui, lupus, ouais, c'est vrai, c'est toujours un lupus. Voilà, donc NFS, Yono, Cep et lupus. Voilà, c'est ce que j'ai marqué dans ma petite chronique, entre guillemets. Donc ça se termine toujours par ça, ou alors par le cynisme de certains docteurs maison, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et Docteur Maison, s'il te plaît. Je ne cite pas d'autres marques. Ah, ok, d'accord. Non, ici, donc, ce sont des relations humaines. Et plus que ça, on est plutôt dans le sens profond de l'humanité. Être humain, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, certains tristes cires, dont je tairai le nom, et dont j'ai moi aussi fait souvent partie, pourraient trouver ça un petit peu cuculapraline. Mais bon, personnellement, je trouve que ça m'a touché. On a en face de nous des médecins, des personnes qui font passer l'humain bien avant les intérêts personnels, bien avant les lois, autres obligations médicales, les assurances, etc. Mais tout ça sur un fond assez réaliste. Patriotique, je pense. Et un fond de critique. Les problématiques des médecins sont l'occasion de dénoncer un système de santé qui est fragile, corrompu, inhumain. Assurance et remboursement, prise en compte de la douleur, insuffisance des budgets, fatigue du personnel et leurs conséquences sans concession. Des médecins drogués qui sont obligés de se droguer pour faire face au boulot dont ils ont la charge. Ouais, l'hôpital Nord à Marseille, quoi, finalement. C'est ça. Mais au-delà de la dénonciation, des solutions sont avancées. C'est pas simplement on trache, on critique. Il y a des solutions qui sont avancées et généralement, ça passe par la solidarité, par des idées qui sont parfois simples, parfois novatrices, parfois beaucoup plus radicales. Chaque patient, chaque médecin a donc un rôle important à jouer, que ce soit pour des histoires qui nous sont exposées ou par l'injustice dont ils souffrent. Les sentiments sont toujours d'une justesse incroyable et bien précise et sans concession. Si ça fonctionne aussi, c'est parce que on a un très bon casting. Celui qui joue Max Goodwin s'appelle Ryan Haygold. Je trouve qu'il est très bon dans ce rôle-là. On a aussi joue un instinct dans Blacklist. On a des acteurs qui en fait apparaissent dans plein de séries. L'actrice qui joue le docteur Helen Sharp, donc qui s'appelle Freema Agyeman, joue dans Doctor Who.
Oui, je sais. dans Torchwood, Ouais. dans London Police Judiciaire, dans Sense8. On a Très bonne actrice. On a également Janet Montgomery qui joue dans Black Swan. Et on a quand même Tyler Labine qui joue, pour moi, un des rôles essentiels là-dedans, qui est le docteur Iggy Fromm, et qui joue dans Tucker and Dale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tucker and Dale. Fight le world. Fight le monde. Fight le monde. Fight le mal. Le mal, oui. Bref, on a une galerie de personnages qui sont tous extrêmement attachants, ça forme une petite famille. Bref, une série médicale qui parvient, à mon sens, à sortir du lot, qui ne sert pas que des clichés habituels, qui possède une véritable vision réaliste du système de santé, de ses inégalités, qui nous fait partager ses histoires avec une émotion rare et au final assez positive, et ça fait du bien, même si on chiale. Mais c'est normal parce qu'il s'appelle Max Godwin. Goodwin. Et il fait le max pour la victoire du bien. Comme disait Randall, c'est le nom le plus positif de l'univers. Complètement. Bon, je vais pas revenir là-dessus, je comprends tout à fait ton point de vue. Après, moi, j'avoue que la plupart des sujets ont été traités en urgence et je trouve que, globalement, ce que je trouve dommage pour une série médicale, c'est Tu le trouves ou que pas trop de réussite. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un échec médical, c'est que ça n'arrive quasiment jamais dans cette série et je trouve que ça perd de réalisme à ce propos, en fait. C'est ce qui m'a un peu perdu. Mais je la suis. Hein, Mais il y a plein d'échecs là-dedans. Non, il n'y a pas plein d'échecs parle de qui son réussissent mariage toujours. Oui, à part son mariage, mais ils réussissent toujours. Ils gagnent toujours. Et surtout, Son mariage, sa et meuf, surtout- le nombre de cas qui décèdent, enfin, la nana qui... Très peu. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu as regardé combien d'épisodes? J'ai regardé 2 saisons, il y a très peu de morts. Mais tu... Mais Ah non, mais là, attends, je peux excuse-moi, pas, je suis désolé, je peux pas. c'est pas Shaun of the Dead, hein? Il y a très très peu de morts, je reviens là-dessus. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que les solutions qu'ils proposent ont toujours, t'as l'impression que c'est un peu de la pensée magique et que c'est des solutions qui vont marcher. Et je crois que c'est un petit peu trop positiviste et qu'en définitive, c'est pas des choses crédibles. Maintenant, Est-ce que ça a besoin d'être crédible? Est-ce que simplement, justement, la pensée positive? Est-ce que simplement être plus humain? Est-ce que simplement essayer de proposer un peu plus de solidarité, ça peut pas être en soi une solution? Pas une solution ultime. Est-ce qu'en soi, ça peut pas être une solution? Je suis peut-être un peu trop cynique pour croire que ça puisse marcher. Je me désolidarise des propos tenus par le dictateur à côté de moi, qui je pense est vraiment dans un gros négativisme ce soir. Je vous rappelle quand même que le demain lui fait beaucoup trop peur. Que là, en fait, il dit il n'y a pas assez de morts. Ouais, il n'y a pas assez de morts. Je pense que voilà, il faudrait qu'il C'est une regarde un série peu sur The l'hôpital Walking Dead. public, tu sais. Il n'y a pas assez de morts! Voilà, donc je pense Dans un que hôpital public on va américain, dire- il devrait y avoir plein de morts, Voilà, ils ont on pas va de le moyens. laisser, notamment on va le des laisser. noirs. Il est un peu tendu, il faut qu'il passe le cap, ça va. Et vous inquiétez pas pour lui. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci Alors, à tous. On peut Ouais, terminer je sur le fait attendez. qu'il... Non, Qu'est-ce qu'il fait? Je fais une transition pour passer à la finale. Non, mais- Vas-y, non, donc, finis. je finis avec le fait qu'il va sans doute y avoir un spin-off Ah. autour de la série. Oui, Pierrick, je sais, tu le regarderas et tu vas te New régaler. York. Puisqu'en fait, ils vont se servir sans doute de certains des personnages pour créer des spin-offs autour de ces personnages. New Buffalo. Ils avaient tenté de faire un spin-off autour de l'acteur principal. Je cherche une idée en fait. Ils avaient tenté de Quel est faire un autre un spin-off autour de Ah. l'acteur principal pour Blacklist, qui a eu une demi-saison, je crois. J'espère qu'il aura plus de succès avec ce nouveau spin-off. Saint-François. Non, je dis pas que la Là, série on est va à totalement San mauvaise, je dis Francisco juste et on qu'en série médicale, j'en ai Il vu faut des lancer un bien nom, il plus faut prendre l'ancien nom en fait. C'est le problème. Non, mais je veux dire, c'est chaud. New Amsterdam, c'est bien parce que c'est l'ancien New nom. Québec. Non, c'est pas New. Faut la créer. Il faut la créer. Ouais. Messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici, malgré ce Saint-Pierre et Miquelon, négativisme. c'était quoi son nom avant Euh, À mon avis, une série je lance un musicale à jingle de fin, parce que là, ils Saint-Pierre et sont partis Miquelon, sur une du rêve, discussion ça. qui ne s'arrêtera jamais. Je vais peut-être les muter aussi à un moment, je sais pas trop. policière qui se passe dans les îles. Là. Ah, Hawaii Five-O. Enquête au paradis. Meurtre au paradis. Meurtre ouais. au paradis. ouais. Bref, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous Merci avez à passé un tous. bon moment avec nous dans ce live mémorable. Nous avons Pinacle dit- de la bonne victoire. Voilà. Oui, c'est le pinacle de la bonne victoire, c'est ça. C'est très bien traduit. C'est un peu, voilà. Bon, bref. Même si je tournais dans le négatif, on a mis 3 coups de cœur sur cette émission, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé encore. Et À quoi vous avez mis les coups de cœur? Oh les gars! Grimoire Noir, meilleurs ennemis, Télémac. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. À Télémac, vous lui avez collé un coup de cœur. Ouais, ça déchire. Bref, merci à tous. Mais des jeunesses, mais tu peux pas comprendre. tu vois. Ouais, Bah si, j'ai lu le tome 1, mais voilà. non, Ouais, pas de tu coup de diras cœur, les non. autres, tu Oui, diras si, les après. autres, voilà. Non, mais pas d'enculé, je vais mettre un coup de cœur tout seul à New Amsterdam aussi. Putain, et après, Hein c'est nous qui sommes négativistes. T'as vu un peu ça? Il nous parle comme un sale Marseillais, là, en disant des gros mots. Non, mais je pense vraiment que vous franchement, devriez. Je suis poli, trou du cul. En fait, vous devriez peut-être arrêter l'alcool, les gars. Moi, j'étais à l'Oasis ce soir, ça me va très bien. Hein.
Voilà, bah allez, ciao, ciao. Moi, j'étais plein de Au good revoir. vibes. Au revoir, on est très positifs nous. Ouais, this is good. Je pense que vous devez peut-être des fois les bandes dessinées, le disque à la failli rater, un petit peu de good vibes, ça nous ferait du bien. Non, mais un petit peu de défi, je pense que ça fait bien les gars. Hein, la défi good, je vers ça nous non mais là Les bras m'en tombent. Qu'est-ce que tu veux rétorquer à ça?